la stratégie de sûreté maritime devait contribuer à améliorer la complémentarité entre les instruments de politique militaire et civile, et aussi d'assurer le continuum entre sécurité intérieure et extérieure. Excuse-moi. Merci. Excusez-moi, je vais juste résumer. The major point that was made was that they are trying to bridge the gap between the external needs and the internal needs of each member state, and trying to group them together into a common European strategy for maritime security. And there are some differences in language between security and safety. Vous faites la différence entre la sûreté et la sécurité? Oui, oui, oui. Oui. Vous pouvez résumer C'est assez compliqué parce qu'en fait, ce qu'on appelle security, c'est la sauvegarde en mer, le sauvetage en mer, et ce qu'on appelle sûreté, c'est security. Okay. So, sécurité en français, safety. Voilà. Sécurité. Mais vous disiez qu'il y avait même un amalgame entre les termes utilisés par l'Union européenne. Oui, mais pour la stratégie européenne de sécurité, en effet, on l'appelle stratégie européenne de sécurité, ce qui est notamment une stratégie européenne de sûreté. Ok. Voilà, mais ne rentrons pas dans les problèmes de langage. C'est ce qui fait qu'on ne comprend plus après. Contre-insurrection, insurrection, contre-rébellion, rébellion. Gardons notre langage français. Nous sommes donc dans la sûreté. La stratégie de sûreté maritime est pour l'Europe quelque chose de très important, stratégie de sûreté maritime, parce qu'elle donne à l'Union européenne un rôle mondial qui l'engage pour la sauvegarde de la paix sur le long terme. Et ça, c'est bien inscrit dans notre stratégie. This strategy is enabling the European Union to have a major role worldwide in guaranteeing maritime security. Alors cette stratégie aussi, nous avons voulu l'inscrire, reconnaît bien les marines militaires en tant qu'acteurs de sûreté maritime au même titre que les gardes-côtes. Ça a été longtemps un sujet différent d'approche entre les gens du Nord et les gens du Sud de l'Union européenne, mais aujourd'hui on peut dire qu'on a trouvé cet équilibre. La stratégie de sûreté maritime rappelle aussi l'autonomie de l'Union européenne et son autonomie de décision, en tenant compte particulièrement du rôle de l'OTAN que l'on considère aujourd'hui comme cohérente et complémentaire, mais sans plus, pas spécialement avec de la coordination et de la coordination, mais essentiellement complémentaire. Enfin, la SSMUE a apporté la possibilité de décliner de manière duale un certain nombre de projets en recherche et technologie, en recherche et développement, dans le cadre de projets dont vous avez probablement entendu parler dans l'Union européenne, qui sont liés à Horizon 2020, à l'action préparatoire à partir de 2017, et tout ça sous l'égide plus ou moins forte de l'Agence européenne de défense, qui d'une certaine manière agrège toutes les problématiques militaires et les défend auprès de la Commission, qui est notamment plus axée sur le domaine civil. Le plan d'action a été réalisé au second semestre 2014 et on retiendra un certain nombre de choses. Des discussions assez âpres entre certains États membres. Alors il reste toujours le substrat des pays du Sud, la France, l'Espagne, l'Italie, Chypre, la Grèce, quelques États du Nord qui sont venus rejoindre ce groupe, la Finlande, la Suède, même le Danemark, et puis des pays qui sont plus orientés vers l'OTAN et qui ont du mal à remettre à l'Union européenne le soin de gérer leur sûreté maritime. Donc la relation entre l'OTAN et l'UE a dû être défendue, même s'il est nécessaire d'une certaine synergie. Il y a quand même 22 États membres qui appartiennent aux deux organisations. Il a fallu aller quand même vers un
des discussions et un langage adéquat et sur la complémentarité et l'interopérabilité. Évidemment, l'approche globale a aussi demandé pas mal de discussions et la place des civils et des militaires dans cette stratégie où on retrouve d'une certaine manière des marines militaires et de l'autre côté des états-majors et des directions générales de la Commission. Un point important a été l'appréciation de la situation et de la veille stratégique permanente. Tout à l'heure, nous vous avons cité le projet CIS. C'est un méta-projet de la Commission qui veut dire Common Information Sharing Environment. Et ce projet doit servir dans les années prochaines à relier tous les États membres, les organisations des États membres, les organismes des États membres, les agences, les directions générales de la Commission pour un meilleur partage de l'information et une vue commune, une vue globale de nos affaires maritimes. Évidemment, vous me direz, il restera toujours un poste de commandement qu'on ne trouvera pas. L'Union européenne n'est pas faite comme à la Colbert. Il sera difficile de trouver un endroit où on pourra mettre un centre d'information et éventuellement un centre de commandement. Mais nous y œuvrons et nous avons déjà demandé à un certain nombre de DG, Direction Générale, de fournir un bulletin maritime d'information qui est, semble-t-il, la première chose que l'on peut obtenir et qui pourra atteindre, peut-être arriver un jour à un centre de décision. Service d'action extérieure avec une haute représentante qui est aussi vice-présidente de la Commission. On pouvait espérer qu'un jour, on aurait cette fonction de vice-présidente qui prendrait toute sa force. Nous allons voir dans les mois qui viennent comment Madame Federica Mogherini prendra ce sujet à son compte. Il y a aussi un certain nombre de stratégies que nous avons soutenues, et donc celle en particulier du Golfe de Guinée. J'irai pas sur les autres stratégies et sur l'éventuelle fin un jour ou l'autre de l'opération Atalanta, mais déjà sur la stratégie du Golfe de Guinée, qui est un exemple parfait. Nous sommes aujourd'hui en train de préparer le terrain pour une organisation locale de l'action maritime sur les 6000 km de côte du Golfe de Guinée et en tenant compte du code de conduite de Yaoundé qui donne vraiment aux pays africains le soin d'organiser par des centres régionaux et un centre international de contrôle à Yaoundé, le soin d'organiser la patrouille maritime, la surveillance maritime. L'Union européenne ne viendra qu'en support de cette organisation, j'allais dire birégionale, puisqu'elle est tenue par la CEDAC, la CEAC et le CEDEAO. Un autre point important reste le développement capacitaire, qui se fait donc par le biais de l'Agence européenne de défense, qui est bien reconnue dans la stratégie, par le biais de différentes directions générales, qui ont aussi leur capacité propre de recherche et de développement, et tout cela allant vers une meilleure protection des infrastructures critiques, des ports, des lieux de mouillage et des routes critiques. Alors la recherche et le développement, ça a été une longue discussion, en particulier avec les Allemands, qui ne voulaient pas en entendre parler, parce qu'ils voyaient chez certains pays des velléités de lever des fonds pour leur recherche et leur développement sans faire d'autres efforts. Et donc nous avons quand même réussi à inscrire d'une certaine manière dans Horizon 2020, qui est bien un projet dual, mais pour de la sécurité et non pas de la sûreté. Nous avons réussi à inscrire donc la stratégie de sûreté maritime dans cet ensemble, et nous aurons la possibilité d'utiliser probablement les fonds de Horizon 2020 pour la recherche et le développement dans les années qui viennent. Je ne reviendrai pas sur le processus analytique de développement capacitaire dans l'Union européenne. Grosso modo, il se fait pour développer des capacités par le biais de l'Agence européenne de défense et par des besoins qui sont fournis par l'état-major de l'Union européenne et des besoins qui sont, analysés au vu de ce que les différents États peuvent contribuer. Tout cela pour
remplir les 5 scénarios génériques de l'Union européenne, qui sont la séparation des parties par la force, la stabilisation, la reconstruction, la prévention des conflits, les opérations d'évacuation de ressortissants et l'assistance aux opérations humanitaires. Alors quel potentiel pour les industriels? C'est à mon avis la partie la plus intéressante, car nous devons traduire maintenant le plan d'action dans des actions précises. Et nous avons fait donc un listing de tous les projets emblématiques et diversifiés qui existaient dans l'Union européenne. Donc il y a des projets qui sont plutôt des projets d'études, comme par exemple l'adaptation climatique, qui est suivie à la DG Climat, mais aussi des enjeux concernant l'Arctique, je l'avais cité tout à l'heure, comme un des océans, qui sont lancés à l'Agence européenne de défense. Vous avez aussi la connaissance des océans, liés à des projets du type EDMONET, European Marine Observation and Data Network, qui sont conduits à la DG Mer, DG Marine. Vous avez des projets majeurs d'organisation, je vous ai cité tout d'abord le CIS. Eurosur a déjà été cité. Quelque chose de très important dont il faut se souvenir, c'est l'ensemble du programme pour les routes maritimes critiques. Et c'est là qu'on revient vers le golfe de Guinée. Tous les programmes de l'Union européenne, Crimson, Marsic, Crimlea, Crimario, Crimgo, où certainement il y a quelques fonds de stabilisation. L'aide humanitaire aussi, et le règlement pour les douanes et les protections du marché. Enfin, quelques projets cadres. Et les projets cadres, là, sont très pratiques, mais pour l'avoir vécu pendant 2 ans, la compétition internationale ou la compétition entre industriels n'est pas toujours la meilleure solution. Souvent, un consortium à plusieurs États membres, à plusieurs industriels, sera mieux vu de la Commission qui fournira les fonds. La deuxième chose que je voulais vous dire sur ces affaires de levée de fonds, c'est que c'est pas tout le temps les chefs d'unité qui tiennent les lignes budgétaires. Il est plus judicieux d'aller voir les officiers projets qui ont au sein de la direction générale, qui ont la ligne budgétaire. Donc des officiers projets d'un rang moins important, qui ont quelquefois des fonds qui sont peut-être moins importants, mais qui eux seront qui tiennent d'ailleurs les liens de la bourse et qui seront très réceptifs à un consortium à plusieurs pays et à plusieurs industriels. Ces différents projets, ce sont les drones, DG Entreprises, DG Industrie, la lutte contre les risques chimiques et NRBC en mer, à l'Agence européenne de défense, les satellites de communication, DG Entreprises et Industrie, le positionnement, vous avez déjà entendu parler de Galileo et de Copernicus, positionnement et surveillance, la cybersécurité et cyberdéfense, que vous retrouverez plus facilement au service d'action extérieure ainsi qu'à l'Agence européenne de défense, les programmes de la Commission, je vous en ai déjà parlé, H2020, les multisensors, surveillance, à la recherche et au développement et à l'innovation, à la DG Entreprises et Industrie, et sans oublier tous les échanges importants de formation. C'était moins mon propos aujourd'hui, mais je pense que ça reste aussi extrêmement important. C'est souvent comme par cela qu'on commence la construction d'une capacité. C'est quelquefois ce qu'il y a de plus simple à partager. L'échange, l'entraînement, la formation, et que vous retrouverez dans les années qui viennent entre les gardes-côtes et les marines européennes, et qui sera managé par essentiellement l'état-major de l'Union européenne. Voilà. J'ai terminé ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je reste persuadé que cette année 2014 ouvre un large spectre pour la sûreté maritime dans l'Union européenne. Merci, commandant. Juste une question. Donc vous restez là encore quelques heures. Je
crois qu'il faut préciser que vous êtes en poste, à moins que j'ai raté l'information, à Bruxelles, donc à la représentation permanente de la France à Bruxelles. Donc, et est-ce que finalement, si les entreprises ont besoin d'avoir davantage d'informations, est-ce qu'ils peuvent se rapprocher de vous directement sur place? Je peux que les accueillir. Bien. Je serais ravi d'accueillir tout le monde. C'est vraiment le point d'entrée de toute discussion avant d'aller dans les différentes DG. Il faut être accueilli à Bruxelles. Ça on le fait très bien, on le fait tout le temps. Il n'y aura jamais de réserve là-dessus. Mais en plus, on vous donnera les bonnes portes, on vous accompagnera. Voilà. Et on vous dira comment faire. Est-ce que ce que vous dites là est vraiment important? Parce que je crois que les grands groupes internationaux français, bon, pour en citer quelques-uns, hein, parce qu'on a quelques acteurs ici, Thales, Airbus, etc., des CNS savent parfaitement pousser la porte de la représentation militaire française à l'UE et à l'OTAN qui est à Bruxelles. Mais c'est un petit peu plus compliqué pour les petites sociétés. Et pourtant, vous êtes également autant à leur soutien que ce que vous pouvez l'être pour les grands groupes. C'est ça qu'il faut être capable finalement d'évangéliser, d'expliquer que l'accès est ouvert. Ce qu'avait, si vous permettez, commandant, juste ce que le général Claver est dans la salle, ce qui avait été mis en avance avec le cluster Eden, le pôle mer, oui, le pôle de compétitivité mer Méditerranée et le pôle de compétitivité Pégase, où une journée avait été organisée à l'initiative du général à Bruxelles et dont finalement le seul but était d'expliquer aux TPE qu'elles pouvaient se rapprocher d'experts comme vous et d'autres pour être accompagnés, c'est-à-dire pas uniquement recevoir un discours que vous avez très bien conduit, qui est d'expliquer quels sont les différents projets sur lesquels les gens peuvent s'inscrire, mais raisonnablement, une TPE peut difficilement seule aller s'inscrire sur l'horizon 2020 sans passer par des guichets tels que les pôles de compétitivité. Donc, je pense qu'il est vraiment important que les gens entendent que vous êtes là pour eux, quelle que soit la taille de la société. Oui, exactement. Alors, quelle que soit la taille de la société, il est vrai que les grands groupes ont plutôt tendance à aller vers la partie qu'on appelle COPS armement, Comité politique et de sécurité armement, c'est-à-dire les représentants de la délégation générale pour l'armement. Mais nous recevons aussi bien les grands groupes que les petites sociétés. Nous sommes peut-être plus enclins à suivre les petites sociétés qui s'occupent de sûreté maritime. C'est comme ça que ça s'est fait, comment les choses se sont partagées lors de ces dernières années. Concernant Eden, je pense que nous organiserons dans les quelques mois qui viennent un autre séminaire Eden, peut-être pas PACA, peut-être plutôt Bretagne, je ne sais pas quel ce sera à voir entre les deux pôles, mais pour représenter à nouveau les possibilités pour les petites et moyennes entreprises de s'inscrire dans ce panorama qui est un peu une jungle au départ. Quand on le défriche, on voit bien où sont les points où l'on peut trouver des fonds. Nous-mêmes ayant été dans les rédacteurs de cette stratégie de sûreté maritime, on voit bien là où il y avait des points de dissension, où il y a un coin, enfin il y a une possibilité de venir chercher des fonds. Donc je pense que la représentation militaire française est la plus apte à recevoir à Bruxelles les PME. Merci, commandant. Merci. Donc je vais inviter le commissaire général.